L'effet patrimoine, les experts, nos experts en plateau. On est ravis d'accueillir Nicolas Lemaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice, merci pour l'invitation. Vous êtes responsable partenariat chez Norcia AM. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Alexis Trigo. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Associé directeur commercial de Corum. Voilà, deux spécialistes donc de l'assurance vie. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. On disait une année peut-être de diversification, quoique ça fait bien longtemps qu'on peut déjà diversifier dans l'assurance vie. Alexis, on démarre avec vous. C'est vrai que toutes les classes d'actifs sont plutôt bien comportées en 2025. Quel bilan vous faites de l'année dernière ? C'est vrai que tout s'est à peu près bien comporté, mais pas dans une linéarité absolue. L'année 2025, elle a quand même été assez chahutée, assez particulière. On a connu un printemps chahuté sur les taux, le reste de l'année lié aux conflits politiques, macroéconomiques. Donc voilà, ça a été une année où il a fallu avoir une gestion assez active, mais à la fin, finalement, nous, en tout cas, nos deux expertises, l'immobilier, les fonds obligataires, se sont bien comportés et ont finalement atteint les performances qu'on escomptait, la partie action également. Donc voilà, ça a été un bon cru, mais pas aussi simple, si je pouvais le résumer, qu'en 2024. C'est vrai que M. Trump a animé un petit peu les débats, notamment du côté d'Avril avec son Liberation Day. Nicolas Lemaire, pour vous, cette année 2025, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été une très bonne année de collecte, Fabrice, côté Norcia. On finit l'année à 12,3 milliards d'actifs sous gestion, 2 milliards d'euros de collecte brute, 1 milliard en assurance vie, 1 milliard en compte titre. Donc il y a beaucoup de volume à analyser. Si on regarde un petit peu plus pour rentrer dans le détail des classes d'actifs, en assurance vie, on voit qu'on a à peu près 50% de fonds euros, 50% d'unités de compte, donc on en reparlera, mais le fonds euro est toujours une vraie stratégie d'investissement. Et en compte titre, il y a quelques biais aussi, le private equity, on en parlera, mais les produits structurés restent aussi prédominants. Donc au global, il y en a eu un petit peu pour tout le monde et c'est très intéressant à creuser. Ouais, les deux gagnants, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est les produits structurés et le private equity. Des produits structurés, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je crois on est passé de quelques centaines de références supplémentaires pour simplement l'année 2025. Oui, tout à fait. Alors, on était à 1200 référencements de produits structurés en consolidé chez Norcia en 2023, oui. 1500 en 2024, plus de 2000 en 2025. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. En assurance vie, un peu plus de 400 référencements. Les assureurs ont quand même des politiques de référencement un peu plus strictes. Ils ne laissent pas passer toutes les typologies de produits, tous les sous-jacents. Et donc, il y a des critères d'éligibilité à respecter. En assurance vie, on voit aussi pas mal de brokers, par exemple Equity, Nexo Capital, Adequity, qui reviennent plutôt sur des produits de campagne. Là, on en voit de plus en plus dans les offres. Là où en compte titre, on voit beaucoup plus de produits faits pour un client spécifique qui peut mettre 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et donc, il y a beaucoup plus de référencement pour du one-shot. Mais les produits structurés, de manière générale, restent une classe d'actifs prédominante dans les allocations des clients l'année dernière. Ouais, avec 60 milliards de collecte sur ces produits, c'est colossal. Nécessité néanmoins, Nicolas, d'adapter sa stratégie. Il faut trier le bon grain de livret. Voilà, tous les produits n'ont pas été rappelé, voilà, il faut le dire. Tout à fait. Alors, le phénomène n'était peut-être pas encore très visible en 2025, va certainement être plus visible en 2026. Effectivement, là, ça fait 2 ans où on voit des produits qui sont relais chaque année. Donc, le produit vit sa première année de vie, est rappelé par anticipation au bout d'un an, et le client peut tout de suite réinvestir sur un nouveau produit avec un nouveau sous-jacent du moment. Là, on voit effectivement, quand on regarde un petit peu tous les volumes de collecte qu'il y a pu y avoir l'année dernière ou en 2024, on voit que certains produits, la probabilité de rappel au bout de l'année 1, de l'année 2, ne sera pas forcément atteinte. Je pense notamment à des produits par exemple sur le taux CMS 10 ans ou sur l'Euribor, où on voit effectivement avec les mouvements sur les taux qu'on voit actuellement, les produits ne seront pas forcément autocollés en 2026. Et donc peut-être que les périodes d'investissement des clients vont avoir tendance à s'allonger légèrement. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre en compte dans sa stratégie, soit en regardant de nouveaux sous-jacents, soit en adaptant sa stratégie lorsqu'on sélectionne le produit effectivement. Alexis Trigo. C'est vrai qu'on sort d'une situation de confort. Nicolas l'évoquait. Pendant, on va dire, les 24 derniers mois, l'épargnant, il a été habitué à être remboursé très vite par anticipation. Et on oublie qu'un produit structuré, généralement, sa durée de vie moyenne, elle est plutôt entre 8 et 10 ans. Donc, on va peut-être assister à un allongement de la détention. Oui, notamment ces fameux produits qui ont fait Flores, les produits de la capital garantie, qui sont garantis à échéance uniquement. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça va remettre un petit peu la nécessité de sélectivité. Et j'étais ravi d'écouter Nicolas sur le sujet de... On ne peut pas tout référencer, tous les structurés sont peut-être pas adaptés à tous les épargnants, et de bien comprendre ce qu'on fait, sur quoi on le fait, finalement sur quoi on va faire la performance. Et c'est ça qui est important. Et je pense que l'année 2025, elle a été le prémisse de cette nécessité d'aller peut-être un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire.
Autre gagnant, je le disais, le private equity. On a l'impression qu'il y a eu une ruée aussi sur cette classe d'actifs. On le dit, autrefois réservé aux plus fortunés. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est accessible pratiquement à tout un chacun. C'est ça. Alors, il y a eu une vraie démocratisation du private equity en assurance vie, en unité de compte, en diminuant les minimums de souscription. On voyait beaucoup de produits qui étaient accessibles pour des tickets d'1 million, 5 millions pour des gros institutionnels. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'unités de compte en assurance vie où des FCPR, les fonds communs de placement à risque, sont accessibles à partir de 1000, 5000, 10 000 euros selon l'assureur. Et donc, ça permet d'aller plus facilement sur la classe d'actifs. Alors, il y a eu un volume assez conséquent, effectivement, sur le private equity sur le marché. En revanche, côté Norcia en tant que plateforme et en échangeant avec les principaux assureurs avec qui on travaille, on se rend compte qu'en fait, le placement du private equity en unité de compte dans les contrats, finalement, les volumes restent encore assez faibles. On a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent en direct avec certaines sociétés de gestion, mais qui, dans les contrats d'assurance vie, n'intègrent pas forcément énormément de positions. Il y a une principale raison, selon nous, à ça, c'est qu'on a pas mal de clients qui sont toujours en train d'échanger avec leur CGP sur certaines positions qu'ils peuvent détenir sur des SCPI. Et donc, ils ne sont pas forcément appétents tout de suite à retourner sur des positions qui peuvent être jugées comme ayant une liquidité un peu moins forte qu'un OPCVM, un produit structuré. Et donc, l'un des freins qu'on a identifié, c'est effectivement cette non-volonté pour l'instant d'aller prendre ce risque-là en plus dans les contrats d'assurance vie des clients. La liquidité redevient un facteur très déterminant. Oui, ça l'a toujours été. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que comme il y a encore énormément de positions qui nécessitent d'avoir un service après-vente auprès des clients, les clients, pour l'instant, préfèrent d'abord solutionner ces problématiques-là avant de revenir sur ce type d'actifs de manière plus prononcée. Je nuancerai quand même le propos. On avait eu pas mal de CGP qui avaient travaillé, qui étaient revenus assez massivement depuis les hausses de taux sur la partie obligataire, d'abord via des fonds obligataires datés, après avec des fonds obligataires plutôt cœur de portefeuille, et qui ont commencé également à travailler la dette privée, donc sur le private equity au sens large, mais plutôt donc sur la partie obligataire, donc ils vont sur des unités de compte qui font de la dette privée granulaire, où on a énormément de positions dans les portefeuilles, mais qui peuvent permettre d'optimiser les rendements et d'aller chercher des rendements de l'ordre de 8, 10, 12% pour les meilleurs produits. Par exemple, Euraseo, Eiffel, Blackstone travaillent ce type de produits avec nos partenaires. Ouais, on voit l'appétence des clients finalement pour un retour du temps long aussi. Exactement. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que, voilà, on a parlé des produits structurés, on a parlé private equity, est-ce que ce seront aussi les produits stars de 2026 ? Alors l'année prochaine, effectivement, il va rester un gagnant. On va y revenir dans un instant. Ça va être le fonds euro. Oui. On voit le fonds euro et on pourra en reparler. On a toujours une attractivité à aller sur le fonds euro au travers des offres de fonds euro à taux boosté. Donc cette dynamique va se poursuivre. À côté de ça, alors peut-être avant d'aborder les gagnants, et on pourra en rediscuter, nous, c'est vrai que l'un des principaux perdants qu'on voit dans les allocations, c'est qu'on a toujours des volumes assez faibles sur le marché immobilier, même si on voit une reprise sur le T4 des flux sur le marché au global, et toutes les SCPI effectivement ne sont pas logées à la même enseigne, je pense on pourra en discuter, mais donc l'immobilier reste encore assez boudé en termes de nouveaux investissements. À côté de ça, donc on a toujours l'obligataire qui prend les fonds obligataires qui prennent des volumes de collecte, toujours un petit peu de fonds datés, mais plutôt sur des fonds high yield où il reste encore du rendement à aller chercher. À côté de ça, des fonds plutôt cœur de portefeuille à duration assez courte. Et à côté de ça, le grand gagnant, donc qui pourrait être celui de 2026, ce serait plutôt les actifs risqués, donc les marchés actions, le private equity. On voit que les taux normalement devraient continuer à baisser, que ce soit en Europe, aux États-Unis, et donc ça devrait favoriser les actifs risqués, et donc les actions devraient être la classe d'actifs qui en profite le plus. Malgré une cherté relative, voilà, qui fait peut-être hésiter certains particuliers pour y retourner. Alors on a beaucoup parlé de fonds euros, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu un retour en grâce, et je me tourne vers vous, Alexis, car votre fonds euro chez Corum affiche quand même une sacrée performance supérieure à 4% en 2025. Comment on arrive à faire cette perf ? Cette perf, on l'a fait parce que déjà, notre fonds euro, alors la compagnie, si on revient un tout petit peu dessus, on crée notre compagnie il y a 5 ans et on décide de ne pas créer tout de suite un fonds euro parce qu'il y a 5 ans, on était dans un univers de taux encore très bas, finalement, donc peu rémunérateur pour un fonds euro parce que la performance d'un fonds euro, elle vient principalement des taux. Donc on a attendu, on a été patient et le fonds euro, on l'a lancé en 2023, à un moment où on avait finalement plus de rendement pour initier ce fonds euro, et c'est finalement la décision stratégique de le lancer à un bon moment, plus un pilotage assez fin de notre fonds euro, c'est-à-dire qu'on a un environnement qui est encore bon, mais après dans cet environnement, si on collecte trop, parce qu'on voit que le retour en grâce des fonds euros, il est là, si vous collectez trop, mais que vous avez à un moment des conditions de marché qui sont plus favorables pour investir,
le risque, c'est de diluer la performance. Donc, ce qui n'est pas évident, mais ce qu'on arrive à faire, c'est de se dire, on va aller chercher simplement le bon niveau d'épargne pour saisir juste ce qu'il nous faut pour faire de la perf. Et c'est comme ça, finalement, qu'on le fait depuis 2023. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, et c'est pour ça qu'on arrive à 4,10%. Et on a un fonds euro qui a, et ça sera peut-être partie des questions après, on a une composition qui est tout à fait classique pour notre fonds euro. Alors, expliquez-nous, parce qu'effectivement, on pense fonds euro, on se dit, tiens, il y a de la dette d'État à 80%, sauf que pas du tout. Non, il n'y a pas de... Alors, on n'a pas 80% de dette d'État, on a... un gros tiers, on va dire, d'obligations d'État, mais à côté de l'obligation d'État, on a aussi de l'obligation d'entreprise. Et après, on a une partie de diversification dans notre fonds euro, où on va retrouver de l'immobilier, plutôt aussi du placement court terme. Là, c'est plutôt pour aller chercher des opportunités. On n'a pas d'actions, parce que Nicolas le disait aussi, les actions, finalement, on peut le faire autrement. Mais voilà, on a une composition qui n'est pas que l'obligation d'État. Même si l'obligation d'État, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose d'intéressant dans le fonds euro, parce que ça rémunère. Ouais. Bien mieux que ça a rémunéré il y a... Alors, intéressant, sauf qu'on sait très bien que c'est la dette d'un État. L'État français est très endetté. Certains se posent la question, donc je vous la pose. Est-ce que c'est pas risqué de se dire à un moment, on continue à prêter à la France ? Oui. Oui, on continue à prêter à la France. Effectivement, il y a des pays au sein de la zone euro qui ont des niveaux de dette, ou en tout cas de coûts de dette qui sont un peu moins élevés. Mais il faut aussi regarder le risque. Et quelque part, la France reste, on va dire, dans une position centrale au niveau de la zone euro, avec une rémunération de sa dette à un niveau qui représente le risque de la France. Mais le niveau auquel la France emprunte aujourd'hui n'est pas un signe de faillite imminente. Et c'est ça qu'il faut bien se rappeler. Et donc, si on regarde ce couple rendement-risque, la rentabilité de la France, elle est quand même bien meilleure que d'aller chercher des dettes souveraines d'autres pays européens. On pourrait penser à des dettes plutôt du Sud. Mais, Portugal, Grèce, Espagne. Italie. Mais il faut se rappeler aussi dans quel niveau étaient ces économies il y a une dizaine d'années. Donc, au contraire, on continue plutôt à aller sur l'État français parce que, encore une fois, le couple rendement-risque est pour nous tout à fait satisfaisant et suffisamment rémunérateur par rapport à ce qu'on recherche à faire dans notre fonds euro. Et voilà, et vous avez décidé donc de limiter les souscriptions en fin d'année, justement, vous le disiez, pour pivoter. Oui. Alors, c'est exactement ça. On peut pas fermer la porte. Le fonds euro, il reste dans l'assurance vie, mais l'idée, c'est d'arriver à contenir au mieux l'épargne qu'on nous confie à un moment donné. Parce que si on nous confie en fin d'année trop d'épargne, on peut être ravi, on peut se dire ça fait croître les encours de la compagnie. Mais si on est contraint de les investir à un moment qui est un peu moins opportun, on va venir diluer la performance. Donc l'équilibre, il n'est pas simple, mais effectivement, on essaie de contenir au mieux l'épargne qui nous est confiée en fonction des opportunités de marché. Et ben voilà, ce fonds euro qu'on disait pour certains qui était un petit peu passé à l'as, qui était mort pour certains, il revient en force. Alors, est-ce qu'il faut en mettre dans son allocation 2026 ? Justement, quelle allocation pour cette année ? On le voit tout de suite dans le débat de l'effet patrimoine.